Je vous salue tous et merci d'être là. Je salue par avance ceux qui vont arriver parce que la connexion n'est pas toujours aisée. Et j'ai la joie de vous présenter, certains le connaissent déjà, le pasteur et docteur Robert Baïzire Miamungu. Robert, vous êtes pasteur au sein de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, la troisième CBCA, membre de l'Église du Christ au Congo depuis sa création. Donc, pour les connaisseurs, membre de l'ECC, troisième CBCA. Vous avez été ordonné pasteur en 2008 et depuis, vous exercez votre ministère dans différentes paroisses de Goma. Actuellement, vous êtes pasteur de la paroisse de la troisième CBCA à Ndosho. Parallèlement à ces fonctions pastorales, Robert, vous vous êtes engagé dans la recherche théologique. En 2023, vous avez soutenu votre thèse de doctorat en théologie à l'ULPGL Goma, après une année de recherche à Strasbourg, sous la direction du professeur Jérôme Cotin, qui était co-directeur de votre thèse. Ouais. Actuellement, vous êtes professeur associé, pardon, et vice-doyen à la faculté de théologie de l'ULPGL Goma. Vous vous intéressez beaucoup aux questions du genre et vous avez accepté d'intervenir à cette conférence dont le thème est La femme dans l'Église, regard rétrospectif sur le rôle et la place de la femme dans l'Église et dans la société à l'époque coloniale. Merci. Et bien sûr, la première question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi cette thématique elle est si importante pour vous? Oui, la thématique, elle est importante parce que, évidemment, elle me porte toute ma vie. Et c'est elle qui, d'ailleurs, m'a obligé de commencer à réfléchir sur une thèse de doctorat à ce sujet par rapport à l'engagement de ma mère dans la vie de l'Église, mais aussi de la manière dont je vis les femmes être traitées dans les églises. Vous trouvez une paroisse qui a une carence d'anciens, et pourtant dans la paroisse, il y a des femmes tellement engagées qui peuvent assumer cette fonction, mais on les refuse. Et quand vous posez la question, on vous dit, nous, la colonie n'a pas fait cela, les missionnaires non plus, sauf que les femmes ne peuvent pas assumer cette fonction. Alors cela m'a poussé à pouvoir pousser la réflexion un peu avant, lire la Bible, les documents qui ont été rédigés par des éminents professeurs à ce sujet et beaucoup de recherches sur le genre actuellement pour essayer de comprendre est-ce que réellement la femme ne peut pas exercer la fonction de pasteur ou d'ancien dans une paroisse. Mais dans la société aussi, on trouve que les femmes n'assument pas de postes de direction. Ceux qui y sont arrivés, c'est après des combats acharnés. Et quelquefois, elles sont combattues. Elles sont combattues. Alors nous essayons de voir est-ce que cela n'est pas dit à notre passé colonial? Ne dites pas tout, ne dites pas tout. Ne dites pas encore tout. Je vais d'abord poser une question traditionnelle maintenant, hein, maintenant que nous avons, c'est notre sixième ou septième édition des Jeudis du DEFAP. La question traditionnelle que je pose à chacun, certains y répondent, d'autres n'y répondent pas, mais quelle est votre relation avec le DEFAP? Ah oui, le DEFAP, c'est aussi comme une mère. Comme une mère, parce que le DEFAP nous a soutenus à aller de l'avant dans les recherches que nous avons initiées il y a de cela. Et c'est à travers le soutien du DEFAP que nous avons pu séjourner à Strasbourg pendant une année, d'ailleurs, non, et 3 mois, pendant la période la plus difficile de la Covid. Je remercie à le DEFAP qui a été vraiment un soutien parce qu'on m'appelait régulièrement, demander comment j'allais. Le DEFAP aussi, on collabore comme responsable de la faculté pour voir comment on peut former des pasteurs pour nos églises et faire dialoguer la théologie. Et donc, c'est vrai que le DEFAP souhaite continuer à ces partenariats
et notamment à l'attribution de bourses de recherche et d'études pour que les dirigeants, les pasteurs et dirigeants d'église soient formés selon leur volonté et leur désir. Merci pour ce témoignage, Madame Robert. Alors maintenant, nous allons commencer. Robert, vous aurez 40 minutes environ, hein, 40 minutes environ pour votre présentation. Et ensuite, nous ouvrirons un temps de questions-réponses et de débat. L'assistance pourra poser ses questions de vive voix ou par le chat de la conférence et je relirai ces questions. Pour une bibliographie sera pendant les échanges, vous sera proposée pour aller plus loin. Une biographie proposée par le professeur lui-même, mais comme il a donné 15 pages, on a réduit. Voilà, Robert, la parole est à vous pour donc ces 40 minutes environ. Merci pour la parole, éminent professeur, révérendes et révérends pasteurs, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour nous un honneur de partager avec vous notre réflexion sur la femme dans la société et dans l'Église en RDC. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation du DEFAP pour faire dialoguer la théologie. Les regards rétrospectifs sur le rôle de la femme dans l'Église et dans la société congolaise pendant la période coloniale revêt une importance historique, ecclésiastique et sociétale indéniable. Cette thématique a suscité et continue de susciter des débats, parfois vifs, selon qu'elle est abordée par des chercheurs africains ou occidentaux. Notre démarche s'inscrit dans une perspective historique. Il s'agit de présenter les faits tels qu'ils ont été relatés et analysés par différents érudits qui se sont penchés sur la question. Il s'agit ici d'une approche interdisciplinaire mobilisant l'histoire, la sociologie, la théologie et les études de genre, afin de mettre en lumière les continuités, les ruptures et résistances qui traversent la mémoire collective congolaise. En abordant cette problématique, nous cherchons à répondre à la question: dans quelle mesure l'époque coloniale a-t-elle façonné les rôles et la perception de la femme dans l'Église et dans la société congolaise? Et comment cet héritage continue-t-il d'influencer la condition féminine aujourd'hui? Pour y répondre de manière systématique, nous développerons les points suivants. Une petite introduction, bref aperçu sur l'organisation sociale et le rôle de la femme dans la société congolaise avant la traite et la colonisation, la situation sociale et formation de la femme au Congo devenue propriété privée de Léopold II, c'est-à-dire de 1885 à 1908. Rôle et statut de la femme congolaise au Congo belge de 1908 à 1960. Rôle et place de la femme dans les missions chrétiennes à l'époque coloniale de 1908 à 1960. Conséquences de la colonisation belge et de l'enseignement missionnaire sur la femme au Congo de 1908 à 1960. Héritage et implication de la colonisation sur l'Église et la société actuelle. Perspective pour la révalorisation de la femme dans la société et dans l'Église, et je citerai par une petite conclusion. L'histoire de la République démocratique du Congo ne peut être comprise sans référence à la période coloniale de 1885 à 1960, qui a profondément transformé les structures sociales, politiques et religieuses. L'arrivée des missions chrétiennes, catholiques et protestantes a introduit de nouveaux modèles éducatifs, des pratiques religieuses occidentales et des normes morales qui auraient défini les rapports entre les sexes. Dans ce contexte, la femme congolaise s'est retrouvée au cœur d'une double mission, d'une double tension.
considérée par les missionnaires comme un vecteur privilégié d'évangélisation et de moralisation de la famille, elle restait néanmoins exclue des espaces décisionnels et des ministères ecclésiaux. Ce paradoxe révèle un champ d'enjeux sociaux et théologiques majeurs. En fait, si les missions chrétiennes ont offert aux femmes des opportunités d'émancipation relatives, entre autres l'alphabétisation, les soins de santé, la catéchèse, la formation ménagère, elles ont simultanément consolidé des structures de domination limitant leur accès à l'autorité religieuse et politique. Ainsi, la femme coloniale fut à la fois agent de changement et sujet de contrôle, porteuse d'une identité négociée entre culture locale, idéologie coloniale et prescription missionnaire. Aujourd'hui encore, ces héritages continuent d'influencer la condition féminine dans l'Église et la société congolaise. Les débats contemporains sur l'égalité des genres, l'accès au ministère pastoral et la participation des femmes à la gouvernance ecclésiale portent la trace des dynamiques coloniales. Dans cette réflexion, nous voulons comprendre comment les interactions entre traditions africaines, missions chrétiennes et structures coloniales ont façonné la place de la femme dans les dynamiques sociales et ecclésiales actuelles. Plus précisément, il s'agira d'identifier les représentations sociales et religieuses de la femme véhiculées par les missions chrétiennes et l'administration coloniale, et d'en dégager les implications pour la condition féminine dans le Congo contemporain. Comment étaient structurées les sociétés congolaises avant la traite et la colonisation? La société congolaise précoloniale se caractérisait par une organisation sociale complexe, articulée autour des chefferies, des clans et des lignages. Cette structuration répondait à des logiques de filiation, d'alliance matrimoniale et de gestion des ressources naturelles. Les femmes y occupaient des places stratégiques, tant sur les plans social et économiques que dans les responsabilités spirituelles, constituant ainsi une pierre angulaire de la vie communautaire. Les clans, souvent patrilinéaires ou matrilinéaires, selon les régions, étaient la base de la cohésion sociale. Dans les systèmes matrilinéaires, comme chez les Baluba ou les Bakongo, la filiation maternelle déterminait la succession au pouvoir et l'héritage de biens. Ainsi, les sœurs du chef avaient une influence considérable sur la légitimité de celui-ci, car leurs fils pouvaient devenir héritiers. La femme, dans ce contexte, ne se limitait pas à un rôle domestique. Elle était gardienne de la continuité du clan et gérante des alliances. Les mariages étaient souvent conçus comme des stratégies d'alliance politique où la femme représentait un pont entre deux communautés. L'économie précoloniale congolaise reposait principalement sur l'agriculture, la chasse, le pêche et le commerce à longue distance. Les femmes étaient au cœur de la production agricole, assurant la culture de manioc, d'arachide, du maïs et d'autres vivres. Elles étaient aussi présentes dans le commerce local et régional, jouant un rôle essentiel dans les marchés, lieux d'échange et de socialisation. Ce rôle économique conférait aux femmes une certaine autonomie et un statut social reconnu. Elles pouvaient accumuler des richesses, influencer les décisions économiques de leur clan et participer activement à la redistribution des ressources lors des fêtes et cérémonies collectives. Sur le plan spirituel, les femmes détenaient une place importante dans les cultes traditionnels. Elles étaient souvent prêtresses,
gardienne des fétiches ou médiatrice entre les ancêtres et la communauté. Leur rôle consistait à maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible, en présidant au rite de fécondité, de guérison et de protection collective. Chez les Bakongo et les Bashi, par exemple, certaines femmes étaient reconnues comme Nganga. Chez les Bashi, on dirait les Moulilirima, spécialistes rituels. Et ces femmes jouissaient d'une grande autorité spirituelle. Ces rôles spirituels renforçaient leur influence sociale, car elles contribuaient à la cohésion du groupe et la légitimité des chefs politiques. Ainsi, le pouvoir féminin s'exprimait de manière complémentaire à celui des hommes dans une logique de réciprocité et d'équilibre. Dans la société congolaise précoloniale, la femme était loin d'être marginalisée. Elle constituait un pilier de l'organisation sociale, économique et spirituelle. Sa participation active dans les chefferies, les clans, l'agriculture, le commerce et les cultes traditionnels montre que son rôle dépassait largement la sphère domestique. L'étude de ces statuts met en lumière une dynamique sociale où les responsabilités étaient partagées et où la complémentarité des sexes garantissait la survie et la prospérité des communautés. Alors, que devient la femme dans le Congo, propriété privée de Léopold II? De 1885 à 1908, l'État indépendant du Congo fit la propriété personnelle du roi Léopold II. Derrière les discours officiels de civilisation et de lutte contre l'esclavage arabe, la propriété resta la priorité, resta l'exploitation des richesses locales, en particulier les caoutchoucs et l'ivoire. Comme le souligne Elie Kiamboloko, la colonisation léopoldienne se trouva ainsi associée aux formes les plus archaïques et les plus violentes de la présence étrangère en Afrique. Plusieurs auteurs qualifient ce régime de malédiction, État esclavagiste, voire de génocide. Dans ce système, les populations congolaises furent soumises à la violence, à l'exploitation et à la dépossession. Les femmes en particulier subirent une triple marginalisation. Dans la société précoloniale, comme nous venons de le décrire, elles jouaient un rôle central dans la reproduction, l'agriculture, l'éducation et la transmission culturelle. Or, le travail forcé des hommes engagés par la colonie pour les caoutchoucs les contraignit à assurer seule la subsistance familiale, tout en subissant violence et humiliation. Une pratique récurrente consistait à prendre les femmes en otage pour forcer les hommes à remplir les quotas de caoutchouc, ce qui fit d'elles un instrument de chantage colonial. Victimes de violences physiques et sexuelles, elles devinrent à la fois cibles et otages du système léopoldien. Sur le plan éducatif, leur formation resta limitée. Si certaines missions ouvrirent des écoles, celles-ci destinaient les filles à la couture, la cuisine et le catéchisme dans le but d'en faire de bonnes épouses et des auxiliaires de la mission chrétienne, sans véritable instruction intellectuelle ou professionnelle. Ainsi, la femme congolaise passa d'un rôle valorisé dans les structures traditionnelles à une condition de dépendance et de victimisation. Son corps, son travail et sa maternité furent instrumentalisés au service du profit colonial. La situation va-t-elle changer quand Léopold II va céder son territoire à la Belgique? En 1908, face aux pressions internationales causées par les atrocités commises dans l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II céda officiellement son territoire personnel à la Belgique, qui fit du Congo une colonie.
Dès lors, l'administration coloniale belge mise en place une politique visant à transformer la société congolaise, notamment à travers des institutions religieuses et scolaires, mais dans un cadre fortement hiérarchisé, paternaliste et patriarcal. Le contenu de ce projet peut se lire dans cet extrait d'une allocution prononcée en 1920 par Gilles Rinquin, alors ministre des colonies, devant les missionnaires catholiques envoyés au Congo belge. Je cite: Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui nous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Vous allez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de notre mission au Congo n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à Mungu, un Zambi ou un Zakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, injurier est mauvais. Ayons le courage de l'avouer. Vous n'irez pas donc pas leur apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est de faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'Évangile de façon qu'il serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorge leur sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne vous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour à vous déloger. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra facilement de trouver des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Tels par exemple, aimer les pauvres, car le royaume des cieux est taille. Et c'est difficile pour aux riches d'entrer au ciel. Vous devez les détacher et faire mépriser tout ce qui leur prouve le courage de nous affronter. Je fais ici allusion à leurs fétiches de guerre qui ne prétendent point ne pas les abandonner et vous devez mettre tout en œuvre pour le faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur le jeune afin qu'il ne se révolte afin qu'il ne se révolte pas si le commandement du prêtre est contradictoire à celui des parents. Les enfants doivent apprendre à obéir ce que leur commande le missionnaire qui est le père de leur âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans les écoles. Apprenez aux élèves à écrire et non à raisonner. C'est cela, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette conférence. Évangélisez les nègres pour qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les contraintes que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume du ciel est haï ». Convertissez toujours les Noirs au moyen de la chicote. Gardez leurs femmes pendant 9 mois à la soumission avec qu'elles travaillent gratuitement pour nous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, poules, œufs chaque fois que vous visitez leur village. Et faites tout pour que les nègres ne deviennent jamais riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Utilisez cet argent prétendument destiné aux pauvres à transformer vos missions en des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour dénoncer tout noir qui a une prise de conscience contraire aux autorités investies de pouvoir de décision. Enseignez aux nègres d'oublier leurs héros afin qu'ils n'adorent que les nôtres. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Donnez-lui
au plus une tige de cigarette. Ne l'invitez jamais à dîner, même s'il vous donne une poule chaque fois que vous arrivez chez lui. Ce discours officiel montrait clairement que l'évangélisation devait surtout servir les intérêts de la Belgique. Inculquer soumission, obéissance et dépendance, tout en décourageant l'esprit critique et toute velléité d'émancipation. Dans ce contexte, la femme congolaise fut progressivement réduite à une fonction domestique et subalterne, calquée sur le modèle bourgeois européen. Sur le plan de l'éducation coloniale fut l'un des principaux instruments de domination. Différenciée selon les genres, elle formait les garçons à devenir ouvriers, artisans ou employés subalternes, tandis que les filles recevaient une instruction limitée au foyer, à la couture, à la cuisine, à l'hygiène et au catéchisme. L'objectif n'était pas de former des cadres féminins, mais de façonner des épouses pieuses et soumises. À la veille de l'indépendance, moins de 1% des femmes savaient lire et écrire en français et aucune n'avait accédé à l'université. Comme le résume Hunt, la scolarisation féminine fit penser moins comme une émancipation que comme un moyen de discipliner les corps et les foyers. Dans le domaine de l'économie, les femmes demeuraient les principales actrices de l'agriculture vivrière, garantissant la survie des ménages alors que les hommes étaient mobilisés pour les plantations, les mines et le chantier. Pourtant, leur contribution fut invisibilisée et considérée comme naturelle, donc non économique. Elles assuraient seule la subsistance familiale, aggravée par l'abandon fréquent des hommes partis travailler en ville. Restée seule, la femme doit, en plus des travaux des champs, s'occuper de nombreux autres problèmes familiaux. Certains hommes partis travailler en ville abandonnaient leurs femmes au village, à leur triste sort, et s'engageaient dans une vie de concubinage, et par ce concubinage, ils dilapidaient tous leurs salaires, laissant la femme et les enfants trimés dans une misère indestructible. Dans le domaine du salariat, les salariats féminins sous la colonisation belge restant marginal et principalement cantonnés aux services domestiques, que ce soit dans les foyers européens, les missions ou quelques postes subalternes dans les hôpitaux et ateliers de couture. Ces emplois étaient précaires, faiblement rémunérés, sans droit formel et exposés à des abus physiques, verbaux ou sexuels. Le terme boyesse traduit une double domination raciale, parce qu'au service des Européens, et patriarcale, parce qu'assignée aux tâches domestiques. Contrairement aux hommes, les possibilités de mobilité sociale pour les femmes demeuraient quasi inexistantes. Dès les années 1920, dans les centres urbains comme Léopoldville, Elisabethville ou Stanleyville, les Européens employèrent massivement des boyesses pour l'entretien des maisons, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants. Ces femmes recevaient des salaires très bas, souvent en nature, sans contrat ni protection sociale, et étaient presque invisibles dans les statistiques officielles du travail. Contrairement aux hommes qui pouvaient parfois progresser dans la hiérarchie coloniale d'un statut de boy à celui de chauffeur, cuisinier ou employé spécialisé, les femmes restaient presque systématiquement confinées aux services domestiques. Quelques exceptions existaient pour les femmes formées dans les écoles ménagères des missionnaires protestants, employées comme assistantes d'hôpitaux ou couturières, mais elles restaient minoritaires. Violence et vulnérabilité sexuelle des femmes à l'époque coloniale. Éloignées de leurs épouses européennes, certains colons prirent des Congolaises comme concubines,
Celles-ci n'étaient pas considérées comme partenaires, mais comme objets de plaisir et auxiliaires domestiques. Yvonne Knibeler et Regine Boutalier soulignent que la femme noire était perçue comme futile ou impénétrable, réduite à des sauvages accouplements. Le concubinage était aussi structuré par le mépris racial et la domination patriarcale, renforçant les hiérarchies coloniales. Bien que jugé contraire à l'idéologie chrétienne du mariage, le concubinage fut toléré par les missionnaires catholiques avant d'être progressivement combattu. Les Congolaises engagées dans ces unions restaient sans reconnaissance juridique et exposées à la marginalisation sociale. Les enfants métis furent particulièrement discriminés. Ils étaient rejetés à la fois par les Européens et par les Africains. Certaines femmes se disaient fières d'être l'épouse du blanc, mais ces femmes subissaient le mépris de leur communauté. Souvent, abandonnées après la naissance, elles devaient confier leur enfant ou payer un soldat pour qu'il reconnaisse l'enfant légalement. Ces enfants grandissaient dans une précarité identitaire et sociale. Le concubinage colonial révèle la vulnérabilité sexuelle et sociale des femmes congolaises prises dans un système de domination raciale et patriarcale. À travers ces unions déséquilibrées, l'administration coloniale renforçait les hiérarchies tandis que les femmes et leurs enfants portaient durablement les stigmates psychologiques et sociaux de cette pratique. Rôle et place de la femme dans les missions chrétiennes à l'époque coloniale, 1908 à 1960. Les missions chrétiennes, surtout catholiques, mais aussi protestantes, furent des acteurs centraux de la société congolaise sous la colonisation belge. Elles agissaient comme les bras moral et social du projet colonial, écoles, hôpitaux, encadrement des mœurs et relais administratifs. La question féminine y prit coloration particulière. Les missions diffusèrent un modèle jarrin de la personne et de la société, tout en offrant aux femmes des espaces nouveaux. Elles pouvaient aller à l'école, elles pouvaient avoir des emplois dans les maisons des missionnaires, elles pouvaient travailler dans les hôpitaux, mais exercer, je dirais, des travaux un peu négligés, mais qui firent à la fois instruments de domestication et vecteurs d'autonomie limitée. Les missions protestantes, moins nombreuses à cette époque, proposèrent parfois des approches différentes comme l'alphabétisation mixte. Les hommes et les femmes viennent ensemble, mais la segmentation sexuelle de l'éducation et de la discipline sociale resta prégnante. L'éducation primaire des filles resta fortement jarrée. Couture, cuisine, hygiène, catéchisme, comme je venais de le dire, même à l'époque coloniale. Malgré ces dispositifs coercifs, certains élèves bénéficièrent d'une alphabétisation et insertion comme catéchistes, enseignantes auxiliaires, sages-femmes ou dans des petits commerces liés à la couture, illustrant un peu les potentiels d'émancipation partielle au sein d'un système de soumission. Les missions chrétiennes implantèrent des structures sanitaires modernes et formèrent les Congolaises comme aides infirmières ou sages-femmes, tout en maintenant une hiérarchie du savoir, excluant la formation des médecins africains. Les femmes recrutées comme aides-soignantes, sages-femmes ou infirmières auxiliaires reçurent reconnaissance sociale et ressources économiques limitées, mais restèrent dans un cadre hiérarchique strict et paternaliste. Cette formation donna néanmoins naissance à une élite sanitaire nationale qui a joué un rôle clé après l'indépendance. Les guérisseuses et sages-femmes traditionnelles furent marginalisées.
parfois stigmatisées comme sorcières, et la médecine coloniale justifiait la supériorité européenne. Certaines femmes catéchistes ou aidantes sociales occupèrent des positions intermédiaires entre mission et communauté, servant à la fois les projets missionnaires et leurs intérêts propres. Conséquence de la colonisation belge et de l'enseignement missionnaire sur la femme congolaise. La colonisation belge a profondément bouleversé la société congolaise en accentuant la marginalisation des femmes à travers une double domination, coloniale et patriarcale. L'administration, les missions et les entreprises privées ont reconfiguré la vie quotidienne, les rôles économiques et le statut social des femmes avec des effets multiples de désintégration, de structures sociales surchargées, économiques, vulnérabilité accrue, marginalisation éducative, mais aussi émergence de stratégies d'adaptation. En mobilisant massivement les hommes pour les travaux forcés, les plantations ou les mines, elle transféra aux femmes la responsabilité de la production vivrière, de l'éducation des enfants et de la gestion domestique, renforça leur charge de travail et leur subordination. L'absence des hommes mobilisés força les femmes à intensifier la production vivrière pour la survie des foyers, souvent au détriment de leur santé et sans reconnaissance par l'État colonial qui privilégiait les cultures de rente. Les missions chrétiennes promirent une vision domestiquée de la femme qui était centrée sur le rôle d'épouse et de mère obéissante selon les modèles européens, réduisant l'espace public féminin et limitant l'accès à la vie politique et économique. Les politiques éducatives discriminatoires favorisèrent l'enseignement masculin. Les filles admises à l'école recevaient un curriculum domestique. Cette exclusion scolaire contribua à l'absence quasi totale de femmes dans les professions qualifiées et les cadres intermédiaires, même à la veille de l'indépendance. La législation coloniale institutionnalisa la dépendance féminine. Les femmes étaient juridiquement mineures, incapables de signer un contrat de travail ou de posséder de terres sans l'autorisation de leur mari. En somme, la colonisation belge et l'enseignement missionnaire ont marginalisé socialement, économiquement, politiquement et juridiquement les femmes congolaises. Héritage et implication de la colonisation sur l'Église et la société actuelle. L'époque coloniale a laissé des traces durables sur la condition féminine en RDC. Les structures coloniales et missionnaires ont institutionnalisé une hiérarchie de genre, plaçant les femmes dans des positions subalternes, héritage encore perceptible dans la société et dans les églises aujourd'hui. On peut citer quelques exemples. Le modèle de la femme épouse soumise et mère éducatrice demeure dominant dans les discours religieux et les programmes scolaires. La sous-représentation des femmes dans les instances politiques, ecclésiastiques et décisionnelles sont remarquables. Accès limité à l'éducation et aux ressources économiques avec une priorité masculine implicite. Il y a des stéréotypes culturels assignant aux femmes des rôles secondaires, limitant leur accès aux postes de décision dans les villes que dans les campagnes. L'histoire coloniale a façonné une théologie ecclésiale excluant les femmes des ministères officiels. Relecture critique et perspective de réhabilitation et de révalorisation de la femme congolaise. Qu'est-ce qu'on peut faire au regard de cette histoire sombre par rapport à la femme? Une analyse critique de cette histoire permet de déconstruire l'idée que la subordination féminine serait naturelle ou bibliquement fondée. Valoriser la participation effective des femmes, souvent
invisibilisée dans l'historiographie officielle, mais indispensable à la mission de l'Église. Ouvrir la voie à une théologie contextualisée et inclusive, reconnaissant les dons et les charismes féminins. Le mouvement féministe congolais et la montée des associations chrétiennes féministes témoignent d'une volonté de rupture avec ces héritages patriarcaux et missionnaires. Pour dépasser les héritages de la colonisation et des missions qui ont institutionnalisé la subordination des femmes, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, il y a des engagements au niveau ecclésial, social et mémoriel. Cette réhabilitation et la valorisation de la femme passent par une démarche intégrée, théologique, éducative, économique et mémorielle. Elle vise à transformer les héritages patriarcaux et coloniaux en opportunités pour l'autonomie, la participation et la reconnaissance des femmes, tout en consolidant un projet inclusif et équitable pour les générations futures. Réhabilitation sociale ou ecclésiale, comment ça peut se faire? Il faut d'abord la réaffirmation de l'égalité fondamentale en Christ. Les hommes et les femmes sont tous égaux devant Dieu. Valoriser la vocation féminine dans l'histoire du salut. Développer une théologie qui met en lumière les figures féminines de la Bible, les prophétesses, les juges, les apôtres, les martyrs et les rôles actifs dans l'histoire de l'Église, allant au-delà de la seule fonction de mère ou d'épouse. Dénoncer la chosification et la domination. Il faut utiliser la chair et les enseignements pour condamner fermement la chosification de la femme dans la société et dans l'Église, y compris les pratiques coutumières. Une ouverture des espaces de gouvernance qui permettent aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité dans les conseils paroissiaux, synodaux et d'autres instances décisionnelles. Selon Douyoye, une théologie inclusive doit reconnaître que les femmes participent activement à la mission de l'Église et à la transmission de la foi, et non comme auxiliaires secondaires. Revoir les structures de gouvernance ecclésiale pour assurer une représentation significative et équitable des femmes, faire une relecture de la théologie du ministère, promouvoir la formation théologique pour les femmes, institutionnaliser le rôle de la femme en mettant en place des structures permanentes qui encouragent les activités des femmes. Et ces structures doivent être dotées de ressources adéquates au sein des églises chargées de veiller à l'application des principes d'égalité et de promotion féminine. Renforcer l'action sociale féminine. Sur le plan social, la réhabilitation sociale et économique passe par la promotion de l'éducation des filles, par l'accès aux ressources économiques, par la participation aux structures politiques, par les plaidoyers contre les lois discriminatoires. Sur le plan de la réhabilitation mémorielle et culturelle, il y a l'intégration des récits des femmes dans l'histoire nationale, la reconnaissance des formes de résistance et d'initiatives féminines, l'éducation aux droits et à l'égalité du genre. En conclusion, la réflexion sur la femme dans la société et l'Église à l'époque coloniale en RDC montre que la colonisation a profondément structuré les rapports de genre, en renforçant une hiérarchie patriarcale qui cantonnait la femme à la sphère domestique et éducative. Les missions chrétiennes, tout en introduisant l'éducation et certaines formes d'émancipation, ont contribué à légitimer une théologie de la subordination féminine encore perspectible dans plusieurs églises congolaises. Malgré cette marginalisation, les femmes ont joué un rôle crucial dans la transmission de la foi, l'éducation des enfants,
et le soutien matériel aux missions, bien que souvent invisibilisés historiquement. Leur contribution constitue une base pour revaloriser la mémoire collective et reconstruire une histoire plus juste. Aujourd'hui, la société d'église congolaise porte encore les traces de cet héritage colonial. L'accès limité des femmes aux postes décisionnels et aux ressources économiques, ainsi que la persistance des stéréotypes jarrés, témoignent de la continuité de ces structures. Dans les domaines religieux, la gouvernance reste largement masculine, malgré les revendications pour l'égalité et la reconnaissance des ministères féminins. Une relecture critique est nécessaire. La théologie africaine contemporaine propose de déconstruire la domination patriarcale et de promouvoir une ecclésiologie inclusive. Cela implique de réhabiliter la mémoire des femmes, de valoriser leur don spirituel et de favoriser leur intégration dans la gouvernance ecclésiale. Ainsi, l'héritage colonial, bien qu'alourdi par des discriminations, ouvre paradoxalement des perspectives de transformation. Il invite à passer de la marginalisation à la valorisation, de l'invisibilité à la reconnaissance et de la subordination à la corresponsabilité pour construire une société et une église juste et inclusive, fondée sur l'égalité et la dignité. L'inclusion des femmes et des jeunes dans les espaces ecclésiaux et sociaux demeure un défi central. La théologie libératrice et contextualisée offre une voie pour repenser l'Évangile dans les contextes africains en mettant l'accent sur la dignité humaine et la libération intégrale. En fait, l'Église et la société congolaise sont appelées à un travail de mémoire critique, reconnaître les blessures du passé colonial, tout en valorisant les résistances et initiatives locales, afin de reconstruire des identités collectives justes et inclusives. Comme le souligne Paul Ricoeur, se souvenir, c'est à la fois reconnaître la dette du passé et ouvrir un avenir transformé. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Robert.